Sur les soucoupes volantes. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. L'une des formes les plus courantes pour un vaisseau spatial est le disque ou la soucoupe volante, si ce n'est la plus courante, seulement en concurrence pour la première place avec l'astéroïde métallique évidé, ou le rocher spatial, équipé d'un intérieur de vaisseau spatial, d'un cockpit à l'avant et de moteurs à l'arrière. Ce qui lui donne un excellent camouflage d'ailleurs, et qui est principalement utilisé par les cultures interstellaires émergentes qui s'aventurent pour la première fois dans l'espace lointain. Ils pensent probablement que ressembler à un rocher est un bon moyen de se cacher des agresseurs, mais en réalité, toute race très avancée peut détecter immédiatement quel objet est un rocher et quel autre est un vaisseau spatial, en raison de sa signature magnétique et de sa consommation d'énergie. Sur Terre, les soucoupes volantes sont la première forme de vaisseau qui vient à l'esprit lorsque le mot extraterrestre est prononcé, et dans la plupart des cas, c'est la seule forme à laquelle on pense. L'avènement de la science-fiction moderne, notamment au cinéma, a rendu un bien mauvais service à l'humanité, en orientant les esprits vers l'idée que tout ce qui existe n'est que de la science-fiction vide de sens. Les histoires le sont, oui bien sûr, mais les circonstances sont réelles, comme la vie dans l'espace en général, par exemple dans les sagas populaires Star Wars et Star Trek, parmi d'innombrables autres, mais ces deux-là sont les plus importantes. Dans l'espace, et dans la réalité, tout le monde utilise ces engins discoïdaux, et il y en a de toutes les tailles et de toutes les formes, et ils sont aussi courants qu'un scooter chinois dans les pays du tiers-monde, ils sont partout. Et ils sont également omniprésents dans la culture populaire sur Terre, d'autant plus qu'ils sont les plus faciles à falsifier et à simuler, car il suffit de coller deux plateaux en plastique jetables ensemble et de les suspendre à une petite ficelle, puis de prendre quelques photos, et voilà une observation d'OVNI très convaincante. Ce n'est qu'après l'avènement de Photoshop et de la manipulation numérique en général, que d'autres formes ont commencé à être observées en masse sur Terre. Il y avait d'autres observations de formes non discoïdales auparavant, je sais, mais pas autant qu'aujourd'hui. Un moyen facile de savoir rapidement si un clip vidéo de soucoupe volante est un faux, est de voir si la chose se balance nerveusement et sans logique, et dans certains cas, vous pouvez même calculer son mouvement pour remarquer qu'il s'agit d'un pendule, ce qui signifie qu'il est suspendu à une petite ficelle. Les soi-disant experts justifient ce mouvement nerveux et illogique en affirmant que leur moteur magnétique et leurs fluctuations dans l'atmosphère et la gravité de la Terre sont à l'origine de l'instabilité de l'engin. Ce qui, de mon point de vue, est un non-sens total, car tous les engins qui fonctionnent avec l'antigravité ont tendance à être étonnamment stables, rappelez-vous cela lorsque vous regardez des clips vidéo d'OVNI. Pour la plupart des ufologues, et pour tous ceux qui les suivent, une soucoupe volante semble être le type d'engin le plus avancé auquel ils peuvent penser, du moins du point de vue des engins matériels avec des écrous et des boulons, sans compter ce que d'autres personnes cataloguent comme des engins spatiaux à plasma. Je veux dire que je peux comprendre que du point de vue de la personne moyenne sur Terre, un vaisseau métallique qui vole sans faire de bruit, sans tuyau d'échappement, et qui peut manœuvrer à des vitesses incroyables, peut facilement être considéré comme la chose la plus avancée qui puisse exister. Ils ont tous tendance à séparer les disques volants des vaisseaux à plasma, ceux qui brillent dans le ciel sous diverses formes, des vaisseaux éthériques, qui ne sont pas entièrement dans leur réalité, alors qu'en réalité il ne s'agit que de différents états énergétiques provenant d'un même vaisseau. Tous les vaisseaux qui utilisent l'électromagnétisme à haute énergie comme base pour générer l'antigravité ont tendance à surchauffer l'atmosphère qui les entoure au point qu'elle se transforme en plasma rougeoyant, provoquant la lueur révélatrice que tout le monde connaît, mais cela ne signifie pas que le vaisseau entier est fait de plasma, mais plutôt qu'il en est recouvert. L'intensité, la luminosité et la couleur du plasma qui entoure un vaisseau dépendent des conditions atmosphériques locales, de la puissance et de la fréquence des moteurs qui le génèrent, et ce phénomène ne se produit pas toujours. Je dois dire que ce phénomène n'est rien d'autre qu'une gêne pour les occupants du vaisseau,
car cela trahit leur présence, et ce n'est rien d'autre qu'un effet secondaire indésirable du vol de tels vaisseaux dans l'atmosphère de la Terre, ou de toute autre planète. C'est comme une traînée de condensation pour les avions, ce qui les rend beaucoup plus visibles. Bien qu'il existe d'innombrables variantes de vaisseaux spatiaux de forme discoïdale, et certains soient plus avancés que d'autres, ils fonctionnent tous selon les mêmes principes. Ils sont tous des engins en forme de plateau, avec un ou plusieurs moteurs, généralement en forme de sphère, que l'on peut parfois apercevoir sous l'engin, bien que le plus souvent ils soient internes et invisibles du dessous. Ces moteurs sphériques sont généralement constitués de plusieurs sphères internes contrarotatives, placées comme les couches d'un oignon, et dans lesquelles une haute tension est injectée pour produire un fort effet électromagnétique. Certaines variantes incluent l'utilisation de mercure enrichi, qui tourne à l'intérieur de plusieurs de ces sphères rotatives pour produire l'effet électromagnétique nécessaire. Les moteurs génèrent un cocon de flux d'énergie électromagnétique élevé, en forme de toroïde, qui enveloppe l'ensemble du vaisseau. Au centre du disque, de haut en bas, se trouve généralement une tige supraconductrice qui collecte et distribue le flux électromagnétique vers les moteurs, afin de fermer le circuit magnétique. C'est ici que la forme elle-même du vaisseau entre en jeu, car c'est la deuxième meilleure forme pour distribuer l'énergie électromagnétique produite par ces moteurs, de manière uniforme tout autour du vaisseau, de sorte que les effets des moteurs sont uniformément répartis, c'est la deuxième après la sphère. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos sur la navigation stellaire, la carte des systèmes stellaires, des constellations, des galaxies, etc., est conservée dans l'ordinateur du vaisseau, et elle est représentée par des valeurs numériques d'énergie et de fréquence de la masse et de la gravité, cette dernière étant ce qui génère la masse. Donc, pour sauter d'un endroit à l'autre, tout ce que le vaisseau doit faire est d'égaliser sa fréquence et son taux vibratoire avec sa destination, ce qui fait que le vaisseau cesse d'exister à un endroit et commence à exister à l'autre. Cela signifie que du point de vue de l'observateur, le vaisseau ne voyage pas, il ne fait que sauter d'un endroit à l'autre, à travers l'éther, comme on dit, d'où vient le nom de vaisseau sauteur, jump ship, ou vaisseau à téléportation, beam ship. Lorsque le vaisseau doit se déplacer lentement, comme c'est généralement le cas en vol atmosphérique, tout ce que doit faire le vaisseau est de modifier la fréquence générée par ses moteurs, à l'avant et à l'arrière du vaisseau, pour créer un effet de descente, de sorte que le vaisseau tombe effectivement dans la direction voulue par les pilotes, où la quantité de puissance donnée à cet effet déterminera le vecteur et la vitesse de la chute. Cet effet de chute n'a pas la même force qu'une chute libre sur Terre, car les moteurs peuvent moduler la force de l'effet au point qu'il peut être très fort et même violent, au point qu'il devient une propulsion, permettant au vaisseau de se déplacer et de manœuvrer extrêmement vite. À tel point qu'il pourrait tuer ses pilotes à cause d'une accélération G excessive ou d'une force de gravité excessive, si le vaisseau n'était pas équipé d'amortisseurs d'inertie, qui annulent cet effet, comme le font presque tous les vaisseaux spatiaux non humains, et même de nos jours certains engins humains très avancés, conçus par rétro-ingénierie à partir de vaisseaux extraterrestres capturés. Les soucoupes volantes sont de toute taille, des plus petits, les disques à un pilote qui tiennent dans le garage d'une voiture, aux vaisseaux mers interstellaires extrêmement massifs que de nombreuses races stellaires utilisent, par exemple, les plus grands Victor C et Victor D, les croiseurs lourds centauriens Alphatans. Chaque race stellaire conçoit et construit ses vaisseaux, y compris les soucoupes volantes, en fonction de ses besoins et des meilleures capacités de sa science, mais en général, les vaisseaux discoïdaux les plus courants sont ceux de 7 à 20 mètres de diamètre, dont l'utilisation est innombrable, ce qui signifie qu'il est inutile de dresser un catalogue des formes de soucoupes volantes pour essayer d'identifier la race à laquelle elle appartient. Car presque tout le monde utilise les mêmes. Tous ces engins fonctionnent avec un seul système de moteur, à l'exception des variantes plus grandes, rendant cette configuration vulnérable aux contre-mesures et aux hostilités. Au cours des 80 dernières années environ, les gouvernements de la Terre ont pu abattre un nombre non identifié d'engins discoïdaux et autres vaisseaux, qui utilisent le même principe de moteur, parce qu'ils peuvent être vulnérables aux impulsions radar à haute énergie qui leur sont envoyées. Ces impulsions micro-ondes peuvent aveugler les capteurs de l'ordinateur de pilotage,
de sorte qu'il ne peut plus calculer la fréquence de la gravité dans la zone qu'il traverse, ce qui l'empêche de l'annuler efficacement et provoque un crash. D'autres vaisseaux de plus grande taille, tels ceux classés comme vaisseaux de combat de toute race, disposent de plusieurs types de propulsion, ou au moins de 2 d'entre eux, de sorte que si l'un tombe en panne, l'autre se met en marche, s'il ne fonctionnait pas déjà en même temps que le premier, ce qui les rend invulnérables à ce type d'attaque. Même si les gouvernements de la Terre sont sous le contrôle de la Fédération galactique, à un niveau pratique inférieur, ils finissent toujours par attaquer les vaisseaux de la Fédération, et c'est un autre indicateur de la façon dont la Fédération peut être compliquée, louche et permissive. Les soucoupes volantes, en général, et en particulier les plus petites, sont loin d'être les engins les plus avancés, même si elles en ont l'air, puisqu'elles n'ont pas de tuyaux d'échappement visibles. Mais même d'un point de vue plus pratique, leur forme est très inconfortable à utiliser, elles prennent beaucoup de place dans les hangars, et même à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup d'espace utilisable, ce qui les rend très peu pratiques, en particulier pour les utilisations de fret. Les vaisseaux plus avancés n'ont plus besoin d'une forme discoïdale pour distribuer le flux électromagnétique de manière uniforme, car leurs moteurs sont suffisamment puissants pour envelopper le vaisseau dans le tore électromagnétique nécessaire, quelle que soit la forme du vaisseau, ce qui permet aux ingénieurs de concevoir chaque vaisseau le mieux possible, en tenant compte de l'usage qui en sera fait, plutôt que de penser à répartir la puissance de manière uniforme. Donc effectivement, les vaisseaux qui ressemblent à ceux de la science-fiction sont en général plus avancés que ceux de type soucoupe, même s'ils peuvent avoir un tuyau d'échappement, caractérisé par une lueur électrique d'échappement blanche ou même rouge. Il existe une idée très répandue sur le web selon laquelle les moteurs à réaction sont obsolètes dans l'espace. Ce n'est pas le cas, et ils sont en fait bien plus avancés que ceux qui annulent seulement la gravité, parce qu'ils peuvent aussi le faire, entre autres choses. Il est également communément admis dans de nombreux cercles que les moteurs à réaction ne fonctionnent pas dans le vide, soi-disant parce qu'il n'y a rien contre quoi pousser, mais l'espace n'est pas vide comme on le pense sur Terre, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, c'est un fluide éthérique dans un état vibratoire élevé. Un vaisseau spatial n'a donc besoin de propulser son plasma électromagnétique, comme un jet, dans la bonne plage de fréquence de ce que l'on appelle les eaux du dessus, pour produire une poussée. Cependant, à ma connaissance, l'action et la réaction fonctionnent de toute façon dans le vide. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo, de l'avoir liké, de l'avoir partagé et de vous être abonné pour en savoir plus. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.